Mon équipe et moi, composée de Maëlie Lefrançois, Antonin Coutu, Alexa Pellerin-Dufort et moi-même, donc Alice Jubainville, bonjour. Donc, on a eu l'idée de faire une conférence avec la Troquelle juste ici. Donc, oui, bonjour. Donc, je voulais juste, avant de commencer, remercier les professeurs qui ont accepté de manquer une période pour cette conférence. Donc, on va les laisser commencer. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Jérémy de la Troquelle, je suis accompagné de Hugo Valquette aussi. Bonjour tout le monde. Donc, on est super content d'être ici. C'est une grande première pour la Troquelle. La Troquelle, ça veut dire la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière. Et je vais être super honnête avec vous, je déteste ce nom. Parce que je suis sûr que si vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fait une table régionale? Hein? Table, habituellement, on a l'impression d'une patente à quatre pattes. Et nous, en fait, on est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, quand vous pensez Troquelle, pensez regroupement d'organismes communautaires, ça va vraiment plus vous expliquer ce que nous sommes. Et c'est la première fois qu'on vient faire une présentation au niveau du secondaire. Habituellement, les cégeps et les universités nous invitent à venir faire des présentations. Et là, c'est la première fois qu'on a eu la chance d'avoir une invitation pour venir vous parler de notre mouvement, de notre milieu au secondaire. Et là, ben, ce que j'ai compris, c'est qu'on est avec la gang de pommes. Vous êtes tous des étudiants du programme d'ouverture sur le monde ou ouvert sur le monde. Juste peut-être vous présenter de quoi on va vous parler aujourd'hui. Il va y avoir 3 blocs à notre présentation. On va vous présenter qu'est-ce que ça veut dire, l'action communautaire autonome. On va vous présenter les organismes communautaires autonomes. Puis on va terminer avec un bout sur l'impact des organismes ici dans la région de la Nodière. Qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? Et là, Jérémy, pour briser la glace de ta première présentation, j'aimerais ça que tu nous le dises, toi, dans tes mots, qu'est-ce que c'est un organisme communautaire autonome ou qu'est-ce que c'est ça, l'ACA? Ben, l'ACA, dans le fond, l'action communautaire autonome, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour décrire notre mouvement complet, donc l'ensemble des organismes communautaires autonomes, puis qu'est-ce que ça crée, dans le fond, dans notre société, finalement, t'sais. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce terme-là avant cet après-midi, organisme communautaire autonome? Mettons en main levée, ceux qui connaissent le terme. Ah, on a quelques mains quand même, c'est cool. Très cool. Ben, c'est ça, hein? C'est pas un terme qu'on entend beaucoup. Mais si je vous dis un organisme à but non lucratif, est-ce que ça vous dit quelque chose? Levez la main ceux qui ont déjà entendu organisme à but non lucratif. Génial. Je vous présente un petit peu plus de façon structurée qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome. Parce que, il faut vous le dire, l'ACA, ça n'existe qu'au Québec. Si vous allez dans une autre province du Canada, si vous allez aux États-Unis, en Europe, le modèle d'action communautaire autonome n'existe pas nulle part ailleurs. Là, vous allez dire, wow, Hugo, là, il y a des ONG. Avez-vous déjà entendu ce terme-là? Des ONG quand vous écoutez la télé, la radio? ONG, ça veut dire des organismes non gouvernementaux. Et dans d'autres pays, comme surtout en Europe, on va beaucoup parler d'ONG au lieu de parler d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, puis des organismes communautaires autonomes, ça, on n'entend pas ça ailleurs qu'au Québec. Et c'est une très grande fierté pour nous au Québec d'avoir ce modèle-là. Donc, un organisme communautaire, il y a des critères, il y a des, je vous dirais, c'est ça, des critères qui permettent d'expliquer qu'est-ce que c'est un organisme communautaire autonome. Et il y a tout d'abord 4 premiers critères qui sont le socle de l'action communautaire. Ouais, si on veut. Donc, premier critère, c'est d'être un organisme à but non lucratif, comme vous voyez à l'écran. Donc, pour être un organisme communautaire autonome, il faut absolument être reconnu comme un OBNL. Donc, ça veut dire qu'on va être reconnu par l'État comme un organisme à but non lucratif. Et peut-être juste vous dire, être un organisme à but non lucratif, c'est un contrat avec le gouvernement, un contrat avec l'État, pour dire que j'existe comme une personne
morale. C'est bizarre, là, ce mot-là. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, il y a des règles qu'on doit respecter. Et il y a plein de formes d'organisation collective. Il y a les OBNL, mais il y en a d'autres formes. Peut-être que vous avez déjà entendu le mot coop, hein, une coopérative. Bien, une coopérative, par exemple, ne pourrait pas être un organisme communautaire autonome parce que c'est pas un OBNL. Donc ça, c'est le premier critère pour être un organisme communautaire. Deuxième, être enraciné dans sa communauté. Encore là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un organisme communautaire ne peut pas travailler tout seul ou en vase clos ou être un genre de projet dans un sous-sol que personne n'a jamais entendu parler. Un organisme communautaire va être ouvert sur ce monde, il va rayonner, il va avoir des partenaires, on va en entendre parler souvent. Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est le deuxième critère. Jusqu'à date, Jérémy, c'est digeste ce que je dis? Oui, ça va. Troisième critère, entretenir une vie associative et démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avez-vous déjà entendu le mot conseil d'administration? Oui. Avez-vous déjà entendu le mot assemblée générale annuelle? OK, cool, quand même, hein? Bien, tout ça, ces termes-là d'assemblée générale, de conseil d'administration, c'est la vie démocratique d'un organisme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui décident bénévolement de soutenir l'organisme, de le faire fonctionner, d'amener des idées, de débattre aussi. Donc, c'est important pour un organisme communautaire d'avoir ces structures démocratiques-là. Et ensuite, la vie associative, ça veut dire qu'un organisme va avoir des membres. Il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à ce que fait l'organisme et ils vont tellement s'intéresser qu'ils vont devenir membres de l'organisme. Et là, ultimement, un jour, ils vont peut-être aller sur le conseil d'administration ou peut-être ils vont devenir des travailleurs-travailleuses de l'organisme aussi. C'est un chemin classique dans le mouvement communautaire qu'on voit. Et dernier critère, c'est d'être libre de déterminer sa mission, ses pratiques et ses approches. Et là, je fais un lien avec l'extrait que vous avez entendu du balado. Il y a comme, on parlait d'approche tantôt, on parlait de mission, on parlait de pratique. Ce qui diffère les OBNL en général d'un organisme communautaire, c'est qu'il n'y a personne qui va y imposer sa mission. Ça veut dire que comme moi, là, quand j'avais 17 ans et que je m'étais dit « je pars un organisme pour aider les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels », c'est pas un ministre qui a appelé « Yo Hugo, tu t'ennuies dans tes temps libres, pars-moi donc un organisme s'il te plaît pour les jeunes gays ». Ça marche pas comme ça, c'est pas le gouvernement qui va dire « on travaille sur une question », c'est des gens qui se rassemblent ensemble pour dire « nous, on va œuvrer pour une cause ». Et là, il y en a tout plein, on en regardera tantôt, mais c'est vraiment les gens réunis ensemble qui vont décider comment faire pour atteindre la mission qu'ils se sont donnée. Donc ça, c'est les 4 premiers critères, et ça définit ce qui est un organisme communautaire ou de l'action communautaire. Et là, on va complexifier la chose en rajoutant 4 autres critères. Donc, les 4 autres critères, dans le fond, on les rajoute, ils viennent s'additionner, comme Hugo disait. Puis, ces critères-là sont là pour les organismes qui sont organismes communautaires, mais qu'on rajoute le autonome. Fait qu'il y a une distinction qui vient se rajouter. Donc, le premier, c'est avoir été constitué de l'initiative des gens, dans le fond, la communauté. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la communauté qui va, mettons exemple, déterminer « Hey, on a justement, comme un peu Hugo a fait quand il était jeune, on a besoin de ça. » Fait que c'est nous-mêmes qui prenons l'initiative de créer, dans le fond, cet organisme-là. Le deuxième, poursuivre une mission sociale propre à l'organisme. Dans le fond, il faut que ça soit né de l'initiative de la communauté. Fait qu'il faut que la mission de l'organisme soit en cohérence avec ce que la communauté a créé, dans le fond. Troisième, de plus, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale. Je me suis pris des petites notes parce que j'avais la misère à synthétiser, puis j'essayais que ça soit le plus facile à comprendre possible. Mais dans le fond, il faut que l'organisme, la vie de l'organisme, il faut que les personnes soient au cœur de cette vie, de cet organisme-là. Dans le fond, l'organisme œuvre pour les gens, par, donc les gens sont dans l'organisme, puis avec. Fait, c'est toujours question du mouvement, du collectif qui est attaché à cet organisme-là. Puis le dernier, dans le fond, c'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public. Donc, encore une fois, il faut que ce soit les membres. Est-ce que c'est obligé d'être les membres de l'organisme qui sont dans le conseil d'administration? En fait, oui. Les membres sont obligés d'être sur le CA. Donc, tu dois être membre pour être sur le CA. Par contre,
ça ne veut pas dire que c'est des membres utilisateurs ou utilisatrices. Parce que des fois, il peut y avoir des partenaires qui vont décider de s'investir sur des conseils d'administration dans le but d'aider la mission. Fait qu'il peut y avoir aussi des gens qui ont des expertises particulières et c'est comme ça que ça va créer le conseil d'administration. Mais obligatoirement, tu dois être membre de ton organisme si tu veux être sur le conseil d'administration. Puis c'est ça peut pas être dans le fond, quand on dit indépendant du réseau public, il faut que ça soit autonome. Il faut que les membres du conseil d'administration soient autonomes, qu'ils ne soient pas venus qui ne découlent pas d'un choix, mais exemple du gouvernement, par exemple. Exact. Fait qu'on n'aura pas des employés payés par l'hôpital pour aller sur un conseil d'administration d'un organisme ou d'un centre de services scolaires ou d'une école où il faut vraiment que ce soit les gens de la communauté qui font partie du conseil d'administration. Puis peut-être que ce qui est vraiment particulier avec l'action communautaire autonome, on est comme à contre-courant de la société en ce moment. Souvent, quand on regarde comment on fonctionne dans la société, on consomme. J'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher au magasin. Je vais le chercher à tel endroit. Dans le mouvement communautaire autonome, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est que si tu décides d'aller dans un organisme communautaire, ça se peut que tu aies un besoin. Ça se peut que tu ailles dans un organisme parce que tu as besoin de parler à un intervenant ou une intervenante, parce qu'il se passe des choses dans ta vie et tu as besoin d'être soutenu. Ça va. On a un besoin, on va l'exprimer dans l'organisme communautaire, mais ça se peut que tu n'aies pas juste une réponse en faisant comme « voici ton problème », on en parle, puis après ça, « OK, ciao, bye, va-t'en ». Ça ne marche pas comme ça dans un organisme communautaire. Sûrement qu'on va te proposer autre chose. Ça se peut qu'on te réfère vers d'autres organismes aussi, parce qu'on va t'accueillir comme t'es, comme personne, puis on va avoir envie de peut-être aller plus loin avec toi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant dans les organismes communautaires, parce que moi, j'aime l'expliquer comme ça. Okay? La différence entre un organisme communautaire puis un organisme de l'État québécois, c'est que il y a plein de monde qui sont rentrés dans un organisme communautaire en pensant au départ aller justement répondre à leurs besoins. Bien, finalement, ils ont comme une trajectoire dans l'organisme. Et j'ai plein de personnes que je connais autour de moi qui sont rentrés dans un organisme parce que il y avait, c'est ça, une problématique, qui avait besoin d'aide. Et là, bien, ils ont tellement aimé l'organisme bien, que finalement, ils ont commencé à faire du bénévolat une fois que leurs besoins étaient répondus. Là, ils ont fait du bénévolat, ils ont rencontré du monde, ils se sont créés des amis. Là, ils ont envie de donner plus à l'organisme. Fait qu'il y en a qui deviennent membres du conseil d'administration, puis il y en a d'autres qui deviennent vraiment des travailleurs, travailleuses. Et même, j'ai vu une personne qui a fait ce chemin-là, qui est devenue directeur ou directrice de l'organisme communautaire. Ce chemin-là, dans le mouvement communautaire autonome, ça se voit fréquemment. Dans le réseau public, là, c'est rare que tu rentres à l'hôpital parce que tu as une grippe, puis que quelques années après, tu es directeur de l'hôpital. Ça, je vous le dis, là, j'ai pas vu ce chemin-là bien souvent. Fait que ça exprime vraiment la grosse différence entre notre mouvement qui est citoyen versus le réseau public qui, lui, va fonctionner d'une autre façon. Puis, il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin. Le réseau public, on en a énormément besoin, mais l'action communautaire autonome a ses propres particularités. Donc, si on essaie de démêler ce qu'on vient de vous raconter là, il y a des organismes communautaires. Il y a une particularité avec les organismes communautaires autonomes qui ont les 4 critères qu'on vient de vous présenter là. Là, vous vous dites, OK, vous nous avez donné beaucoup d'infos, c'est pas tout à fait fini. La défense collective des droits, ça veut dire de se rassembler. Je suis trop énergique pour les micros, je pense. C'est cette idée-là de se rassembler ensemble pour dire on va réclamer des droits ou on va faire des changements. Et là, si je vous dis ça, avez-vous des idées, mettons, dans ce que vous avez déjà entendu à l'école, des droits que les organismes communautaires autonomes ont fait avancer dans la société québécoise? Des droits en matière de logement, absolument. On a des organismes qui existent depuis plus de 40 ans, justement dans cette question-là. Oui, en arrière? D'aller chercher des vêtements? Oui, exactement. Donc, lutter contre la pauvreté. Se dire, ça n'a pas de bon sens qu'au Québec, il y ait de la pauvreté. Et ça, justement, c'était de la défense collective des droits. On a eu une loi pour lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est à cause des organismes communautaires. Oui?
Exactement, pour les droits des personnes âgées. On appelle ça souvent, là, il y a plusieurs organismes, mais vous avez peut-être déjà entendu l'acronyme AQDR, l'Association québécoise de défense des retraités et des pré-retraités. Je vois ton petit sourire, c'est ça que tu connaissais l'AQDR? Oui? Les femmes battues? Ben, en fait, le droit des femmes, point. Ah, ok. Rappelons-nous que le droit des femmes, c'est quelque chose en pleine évolution. Et le mouvement communautaire autonome a beaucoup travaillé cette question-là des droits des femmes. Puis c'est un travail qui se continue. Je vous ai parlé du droit des personnes LGBTQI2A, les personnes handicapées. Vraiment, l'avancement dans les droits, c'est beaucoup porté par le communautaire autonome. Donc, défense collective des droits est une de nos premières approches. Donc, deuxième approche, c'est la prévention. Et là, vous connaissez peut-être des organismes qui sont en prévention, entre autres. Puis là, oui, c'est ça. Je veux surtout pas mettre le focus sur Alex qui est en arrière, qui travaille dans un organisme communautaire autonome. Mais il y a des organismes qui travaillent à prévenir les problèmes. Exemple, le réseau d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes qui font tout un travail de prévention au niveau de la toxicomanie. Il y a, peut-être que vous avez déjà entendu le Centre de prévention du suicide de la Nodière. Ben, encore là, on est en prévention. Avant qu'il y ait un problème, on agit. Donc, c'est la deuxième approche en action communautaire autonome. Et la troisième, puis là, à toutes les fois, je fais l'erreur. Là, vous allez rire, c'est éducation populette qui est écrit. Mais c'était populaire qui aurait dû être écrit sur ma présentation. C'est l'éducation populaire autonome, et ça, c'est le contraire de l'école. Dans l'action communautaire autonome, quand on fait de l'éducation populaire, c'est qu'on va apprendre des choses, mais à partir d'où nous sommes, puis on part avec les connaissances de la personne, et de ça, on construit. Pourquoi je dis c'est à l'envers de l'école? C'est quand vous venez à l'école, vous venez apprendre quelque chose. En éducation populaire, on va se partager les connaissances pour grandir ensemble. Donc, c'est juste un mode, c'est une approche en action communautaire autonome qui est super importante. Puis, entre autres, je peux, encore là, un autre type d'organisme, les organismes en alphabétisation. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, ben, c'est des fois des organismes qui existent pour aider des personnes qui sont, soit des personnes âgées qui n'ont pas eu la chance d'écrire, ben, on va les accompagner plus tard dans leur parcours à apprendre à lire, à compter, tout ça. Ben, au Québec, on a un gros réseau d'organismes d'éducation populaire sur plein d'autres sujets aussi. Est-ce que c'était clair? Oui. Fait que là, pour être un organisme communautaire autonome, il y a 8 critères en plus d'avoir ces approches-là. Ça vient de faire le tour de ce qu'est l'action communautaire autonome. Puis je vous le dis, ça a l'air comme assez plate, là, présenté comme ça. Mais ce qu'il faut se retenir d'un organisme communautaire autonome, c'est que ça part tout le temps des gens. C'est les gens qui font la différence dans un organisme communautaire autonome parce que c'est eux qui font vivre l'organisme. Donc, comme Antonin disait, c'est fou quand même, c'est une personne sur 5 dans toute la population de la Naudière qui fréquente dans le fond les organismes communautaires autonomes. Puis, moi, ma réaction, des fois, c'était, mon Dieu, des fois, maintenant que je travaille là-dedans, c'est pas vrai, maintenant que j'œuvre dans ce mouvement-là, ben c'est sûr que moi je les connais plus, mais je trouvais ça impressionnant. Puis comme on peut voir là, dans le fond, ben, Hugo, tu vas nous parler du Québec, mais je me lance tout de suite dans la Naudière de bord. On est 1200 travailleurs, travailleuses dans le communautaire, comme on a entendu dans l'extrait audio. Il y a 1200 personnes qui sont impliquées sur les conseils d'administration aussi. 5000 bénévoles, donc des personnes qui s'impliquent pour faire une différence dans la société. Puis ce qui est super intéressant, dans le fond, c'est que on a décidé de représenter toutes ces personnes-là avec un terme qu'on appelle maintenant aussi les artisans. Donc toutes les personnes qui, d'où le fait de dire on œuvre, c'est les personnes qui viennent faire une différence finalement. T'sais. Mais pourquoi tu fais une différence entre travailler dans les organismes communautaires et œuvrer dans les organismes? Ça, c'est une bonne question, puis je l'avais amené à mon équipe parce que j'avais trouvé la définition, donc l'étymologie, du mot travail. Puis là, ça m'avait vraiment surpris. Parce que dans le mot travail, dans la racine du mot, il y a plusieurs, des fois, définitions, mais une qui est unanimement là, il y a le concept d'esclavagisme. Donc, si tu dis « je travaille », dans l'histoire du mot, il y a un concept de dire « ben, je suis un peu esclave de ça ». Ça faisait réfléchir, vraiment. Fait qu'on est comme « mais c'est pas l'approche qu'on veut ».
avec les organismes et dans le mouvement communautaire autonome. Tu sais. En fait, on parle beaucoup plus d'engagement. Quand on est dans un organisme communautaire, on est engagé. Puis peut-être même, il y a comme un gros préjugé, mais c'est difficile à défaire, mais de dire, quand tu choisis d'être dans le communautaire, tu choisis pas d'être riche. Et là, je me limite à riche en termes d'argent, parce que il y a du financement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, que les organismes manquent d'argent. Mais en fait, c'est vrai qu'il nous manque d'argent, puis c'est vrai que nos conditions de travail, puis là j'utilise le terme parce que c'est ce qu'on entend, les conditions de travail ont été parfois particulièrement difficiles. Ils évoluent très tranquillement. Hein? On a encore des défis avec le gouvernement, mais s'il y a une chose qu'on remarque d'une majorité de personnes qui sont dans les organismes communautaires autonomes, c'est que c'est des gens qui sont engagés pour faire la différence, c'est des gens qui y croient, qui veulent que ça change. Puis ça, ça fait partie beaucoup de nos discussions. Et dans le critère, tantôt que Jérémy vous présentait, au niveau de la mission sociale, dans les organismes communautaires autonomes, on vise à transformer la société. On est reconnu pour faire de la transformation sociale. Oui? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une manifestation parce qu'il y avait le budget du Québec qui était déposé mardi et les organismes communautaires autonomes veulent se faire voir à chaque fois hein, parce que le gouvernement, souvent, il oublie les organismes communautaires. Puis, on en a un bel exemple. Là, je vais dire un gros mot, mais ce budget-là pour les organismes communautaires autonomes, c'est de la merde. Je vous le dis comme ça. C'est ce que le gouvernement a fait comme choix. C'est vraiment de nous donner des peanuts, alors qu'on fait, depuis tantôt, vous voyez là, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Il a décidé d'investir pour, et là je fais le lien, pour les 4400 organismes communautaires autonomes au Québec, il a décidé de donner 70 millions. Si vous faites le 70 millions divisé par 4400, on ne peut pas payer un poste à une personne avec cet argent-là. Donc, ça reste un défi. C'est pour ça qu'il y a des mobilisations pour les organismes communautaires autonomes. Et je voulais faire la distinction. Tantôt, on a parlé d'OBNL. Vous m'avez dit, ah oui, je connais ça, les organismes à but non lucratif. Au Québec, il y a 60 000 OBNL, mais des organismes communautaires autonomes, qui sont à la base des OBNL, mais qui visent à transformer la société. Il y en a 4400 qui sont reconnus ici au Québec. Puis, dans l'extrait balado, quand on parlait dans la Naudière, il y a 25 000 bénévoles qui s'engagent de façon ponctuelle. Ça veut dire que dans le 25 000, il y a peut-être une personne qui fait du bénévolat une journée dans son année. Mais quand on regarde les bénévoles qui sont engagés à plus ou moyen terme, on parle de 5 000 personnes qui donnent de leur temps dans les organismes Lanaudois. Est-ce que ça vous surprend? 1200 travailleurs, 5000 bénévoles, 4400 organismes au Québec. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y en avait autant? Oui, non, c'est un peu partagé. Et si je vous pose la question, est-ce que vous en connaissez, vous, directement, des organismes communautaires autonomes? Comme quoi? Dites-moi des noms. Maison Pauline Bonin. Oui, en arrière? Cœur solidaire, c'est Félix. Oui, absolument. La Soupière, le réseau, la QDR. En connaissez-vous d'autres? Oui? J'ai pas entendu, peux-tu le dire plus fort? Ah, le marché de solidarité, il n'est pas reconnu comme un organisme communautaire, mais c'est tout proche de ça. J'ai vu une main levée dans ce coin-là. Oui? L'Orient Tatoué, bien sûr. Oui? Oui, la Maison des Jeunes, en arrière. Le GABA, le Centre d'Action Bénévole. C'est cool, vous en connaissez? Oui, je suis impressionné, c'est cool. Parce que souvent, ce qu'on se fait dire dans le mouvement communautaire autonome, c'est on le sait qu'ils existent, mais on les voit pas. Hein? Souvent, c'est ce qu'on entend. Et justement, pour cette idée-là, là, vous voyez, on les porte, là, nos chandails, mais on fait ce travail-là, nous, à la Troquelle, actuellement, de dire qu'il faut qu'on sorte du fait d'être invisible. C'est notre façon de, justement, de
comme Hugo dit, de sortir de l'invisibilité. Puis pour nous, de faire la transformation sociale, c'est un peu le rôle de la Troquelle. C'est notre créneau de mettre en lumière l'action communautaire autonome. Puis on a décidé de se doter d'une image distinctive. Donc, si vous voulez, un visuel qui nous suit au travers de différents projets puis de l'organisme en général pour qu'on puisse « Hey, ce logo-là, je le connais », genre, pour pouvoir le mettre en lumière, les organismes communautaires autonomes. Fait que si maintenant vous voyez le logo AK, ben vous savez que vous êtes en face de l'action communautaire autonome, d'un organisme communautaire autonome. Ça fait à peine 18 mois qu'on l'a mis en place, puis on le voit de plus en plus sur des affiches, on le voit dans des bulletins, dans des journaux, mais l'idée c'est de le voir de plus en plus justement pour aider les organismes communautaires autonomes à être vus. Et souvent on pense pas comme ça aux organismes communautaires autonomes, mais on a plein de types de métiers différents dans les organismes. Souvent, on pense organismes communautaires autonomes, puis on se dit « Ah ouais, ça c'est les gens qui ont étudié en travail social ou en éducation spécialisée qui vont aller travailler dans les organismes, ils vont devenir des intervenants. » Sachez que juste dans la Nodière, il y a 42 postes différents dans les organismes. On a des gestionnaires, on a des adjoints, on a un poste, puis ça c'est vraiment spécifique à notre région, un organisme qui engage des marionnettistes. Ouais. Donc, c'est un organisme qui s'appelle la Corporation des enfants de ma rue et ils se promènent dans les écoles primaires pour aller faire de la sensibilisation aux préjugés, à la différence, avec des grosses marionnettes. Et donc, nous ici, là, dans la Nodière, dans les organismes communautaires, on a ce type de métier-là. On engage des gens parfois qui ont des diplômes vraiment spéciaux. Comme je regardais la provenance des diplômes, on a des gens qui sont diplômés de l'école de l'humour et ils travaillent dans des organismes communautaires autonomes pour, entre autres, nous dans la Nodière, je ne l'ai pas vu, mais en Mauricie, centre du Québec, c'est des gens qui font la tournée des hôpitaux avec les enfants et ils deviennent clowns pour les jeunes, mais en contexte d'hôpital. Fait qu'on comprend que c'est une forme de soutien et c'est vraiment hyper varié. Tu as la main levée en arrière? J'avais une question. L'organisation pour le cancer du sein, c'est-tu un organisme ou genre... En fait, c'est une fondation. Ouais, ça, et ça, il y a une différence. Souvent, on va mélanger les organismes communautaires autonomes des fondations. La grosse différence, c'est que les organismes communautaires autonomes vont travailler directement avec les personnes. Les fondations, souvent, leur rôle, c'est de ramasser des fonds et après de les distribuer, soit dans les hôpitaux, soit à différents organismes. Donc, elle est là la différence. Fondation, c'est vraiment pour une cause, mais pour ramasser de l'argent, pour après ça aider d'autres organisations. Ça a-tu bien répondu? Ouais. Donc, on est déjà rendu au prochain... Ah oui, ben, peut-être juste revenir dans l'extrait, ça aurait été cool que vous voyiez la face d'Antonin quand on a dit 100 000 l'anaudoise et l'anaudois. Parce que quand on a posé cette question-là, puis souvent on se demande, tu sais, à quoi ça sert, ça, ces organismes-là, les organismes communautaires autonomes? Ben, on a, depuis des années, le réseau public là, disait qu'il y avait 60 000 personnes qui venaient dans nos organismes. Puis on a fait une recension vraiment super sérieuse il y a 2 ans pour voir où on en était. Et dans la région ici, il y a 1 personne sur 5 qui va aller dans les organismes communautaires à chaque année. Ça veut dire 100 000 personnes qui ont besoin des 210 organismes communautaires autonomes. Comme mouvement aussi, des fois, on a l'impression que c'est un tout petit mouvement, mais je pense qu'on commence à voir l'ampleur de ce que ça veut dire avec nos 1200 travailleurs-travailleuses qui sont, si on devenait comme un employeur, on est le 3e plus gros employeur de la Nodière, 100 000 personnes qui viennent dans nos organismes pour les services, les activités, ben ça ressemble à ça, le mouvement de l'action communautaire. Puis, comme on a dit tantôt, ben, il y a plein d'organismes. Des fois, on oublie, mais il y a des médias communautaires aussi. Ici, dans la région, on a CFNJ, qui est un organisme communautaire autonome, qui, lui, vit sa mission de transformation sociale bien différente de l'intervention. Donc, ça veut dire qu'il y a des animateurs radio qui travaillent dans des organismes communautaires. Il y a les cuisines collectives de Mata, pas loin d'ici. La CEF, la Nodière, qui, elle, est l'association coopérative en économie familiale, donc pour soutenir les personnes en lien avec toutes les questions financières et budget.
CAPME, qui est l'organisme d'alphabétisation ici à Saint-Félix-de-Valois. Si vous vous intéressez aux questions environnementales, par exemple, il y a un organisme dans la Nodière qui s'appelle le MEPAL, le Mouvement d'éducation populaire autonome de la Nodière, qui existe pour ça. Donc, là, vous voyez juste une dizaine d'organismes. Dites-vous qu'il y en a 200 autres qui s'ajoutent à ceux que vous voyez actuellement. Quand on parle d'action communautaire autonome, on parle tout le temps d'engagement, d'être engagé, parce que, comme ce qu'Antonin disait finalement, puis les filles aussi, c'est qu'il y a comme, on vise à faire des changements dans la société. Puis c'est ça qui est particulier avec le modèle d'action communautaire autonome, parce que le gouvernement du Québec, en 2001, a décidé de reconnaître les organismes, puis de leur donner un financement qui n'existe pas nulle part ailleurs. Nous, on reçoit du financement du gouvernement, puis le gouvernement nous dit « Voici ta subvention, remplis ta mission, puis dis-moi à la fin de l'année, qu'est-ce que tu as fait pour l'atteindre, cette mission-là. » Ça, je mets l'emphase là. On est chanceux d'avoir ça au Québec. Là. Comme Hugo disait, on est la seule endroit au monde où est-ce qu'on peut être financé pour notre mission. Puis on disait tantôt que l'autonomie, c'est la communauté. Donc, on vit des situations puis tout, on souhaite faire un changement, un impact, dans notre système, on a accès à des ressources pour le faire puis en être autonome. C'est vraiment incroyable. Et tu sais, habituellement, quand le gouvernement donne de l'argent, par exemple aux écoles, il dit « Je te donne de l'argent parce que tu as tant d'étudiants. » S'il donne de l'argent à une entreprise pour faire une route, tu dois me faire tant de kilomètres pour la route avec l'argent que je te donne. Nous, il ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là, à part qu'on va réaliser notre mission. C'est quand même large, il faut qu'on se fasse confiance. Mais ça fait que c'est la communauté qui choisit en fonction de ce qu'elle vit. Donc, tu n'as pas besoin justement d'avoir des critères ou de la pression pour réussir à rendre accessible qu'est-ce que tu souhaites partager puis qu'est-ce que tu souhaites échanger. Donc, c'est vraiment une belle façon de pouvoir le concrétiser. Puis c'est vraiment trippant parce que quand on parle du droit des femmes, du droit des personnes racisées, qu'on parle du droit des personnes âgées, en fait, on est payé pour critiquer le gouvernement. Notre job, c'est de dire au gouvernement, tu fais des erreurs. Puis voici ce que tu devrais faire. Je peux vous le dire, il y a des pays dans le monde qui ne voudraient pas financer ça. Alors que nous, dans notre modèle démocratique, on souhaite l'engagement des gens justement pour apporter ces changements-là. C'est pour ça qu'on entend souvent, des fois, une genre d'étiquette qui vient avec les organismes communautaires qui dit « Ah ouais, les chialeux du communautaire, ils sont jamais contents. » Dites-vous que quand on travaille sur les droits des personnes, ça avance vraiment pas rapidement. Vous le voyez, la lutte des femmes, on a donné le droit la société a donné le droit des femmes en 1940, puis pourtant c'est un sujet qui est encore d'actualité, puis on est en 2023. Fait que la question des droits, c'est quelque chose de récurrent, qui est long, et c'est pour ça que les organismes ont dans leur rôle de critiquer puis de demander des améliorations, mais ça vient, je disais, on n'est pas nécessairement reconnu pour les meilleurs salaires, mais en même temps, on a des gens qui ont des familles, qui travaillent dans le communautaire, qui ont besoin d'avoir des conditions respectueuses de qui ils sont pour travailler. Donc, oui, c'est vrai qu'on entend souvent les organismes dire « il manque de l'argent pour nos organismes ». En fait, pour tout le Québec, il manque 460 millions actuellement d'argent pour permettre aux organismes de réaliser leur mission de façon convenable. Puis, je le sais, quand je dis 460 millions, ça a l'air super gros. Puis à chaque fois que dans mon travail, ça c'est mon travail, quand je vois les politiciens puis que je leur dis 460 millions, ils sont toujours bien découragés. Mais en même temps, dites-vous que c'est 460 millions pour 4400 organismes qui font une différence au quotidien pour les gens. Puis c'est combien de pourcentage du budget québécois? En fait, c'est 0,46% du budget total. Fait qu'on ne demande même pas 1% d'augmentation, là. On demande moins que 0,5% d'augmentation pour faire de la différence. Puis moi, ce que j'aime dire aux élus, là, c'est que l'argent qu'ils vont mettre dans le communautaire, ça va rester au Québec. Parce que nous, on ne peut pas prendre nos emplois et les envoyer au Mexique.
Ça ne marchera pas d'essayer d'aider un jeune dans une maison de jeunes si je paye quelqu'un au Mexique pour faire la job. Donc, l'argent qu'on investit dans le communautaire, c'est de l'argent qui fait rouler l'économie ici et partout au Québec, parce que des organismes communautaires, il y en a dans des très petits villages jusque dans des grandes villes. D'où le pour la communauté, par la communauté. Ça nous permet de créer une forme de richesse, pas juste monétaire, mais dans notre société, notre culture. Êtes-vous surpris du montant qu'on réclame, le 460 millions? Oui. En fait, il faut quand même dire que le gouvernement en ce moment investit pour tous les organismes environ 900 millions de dollars à chaque année. Mais les organismes, par des levées de fonds, par différentes façons, vont aller chercher 1,1 milliard de dollars de plus. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que le gouvernement met 1 dollar dans un organisme communautaire, ben nous, on va en chercher un de plus. Fait que finalement, on n'est pas une dépense, on est rentable. Fait qu'en plus que tout ce qu'on fait pour la société, ben en plus, on est un levier économique. En fait, quand on regarde notre apport économique, puis là, ça, peut-être que c'est rare, hein? Organisme communautaire autonome, absolument, on voit le rôle social, mais on voit moins le rôle économique. En fait, on est un levier plus grand en ce moment que le secteur de l'agriculture au Québec ou que le secteur des mines et des ressources naturelles. On est plus payant pour l'État que ces deux secteurs-là qui sont plus financés que les organismes communautaires autonomes. Fait que ceux qui aiment les statistiques, là, ça, pour moi, là, à chaque matin que je me lève, je me dis aïe aïe, le gouvernement met plus en ce moment d'argent dans les mines puis le pétrole que dans les organismes communautaires autonomes. Pourtant, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus pour les gens et la planète. Puis, en plus, on ramasse de l'argent de plus. Fait que voilà, c'était mon éditorial. Puis, j'ai parlé tantôt de transformation sociale, on l'a dit en fait, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. C'est l'amélioration de notre société. Des fois, on vit dans une société, puis on a l'impression un peu de faire partie d'un gros système qui, on n'arrive pas à changer les choses, mais c'est là que notre pouvoir puis notre action d'agir elle peut faire la différence. Souvent, on parle d'un tissu social ou d'un filet social, dans le fond. C'est finalement l'ensemble de chaque pan de la société, chaque groupe, chaque forme ensemble, en font finalement le collectif. Qu'est-ce que c'est notre société? C'est ça, tu sais. Puis, c'est là que, dans le fond, quand on dit la transformation sociale, c'est de dire que votre voix, elle est importante. Chaque couleur ensemble, chaque personne vient faire la différence. C'est comme ça qu'on construit un avenir meilleur, tu sais. Oui, puis on agit sur tellement de causes. Tu sais, comme je disais, 210 organismes ici, il y a énormément de causes qui sont touchées par les organismes communautaires. Puis si on pense en termes de personnes, les organismes communautaires autonomes travaillent avec les familles, avec les enfants, avec les jeunes, avec les ados, les adultes, les personnes âgées, les personnes handicapées. On travaille avec les personnes racisées, on travaille avec les personnes autochtones. Il n'y a pas grand monde qui ne sont pas touchés par les organismes. Puis après ça, c'est la question des causes. Défendre des droits, l'environnement, l'accès à l'information. Des fois, on va faire des luttes parce qu'il y a des secteurs au Québec qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des organismes communautaires autonomes qui vont s'investir à ce niveau-là. Développer des nouvelles mentalités aussi. Par exemple, tout ce qu'il y a, il y a eu plein de réflexions dans le communautaire sur l'agriculture à échelle humaine. Donc, des plus petites agricultures, prendre soin des terres, ça s'est réfléchi dans les organismes communautaires. Donc, sérieusement, là, si vous avez envie de faire un changement au Québec, si vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change, moi, je vous invite à découvrir qui sont les organismes communautaires autonomes, parce que vous n'êtes peut-être pas tout seul à penser ce que vous croyez qui devrait être amélioré. Puis, j'ai envie de vous dire, s'il l'a pas, l'organisme, parce que votre idée est trop innovatrice, là, moi, à 17 ans, j'avais une idée trop innovatrice. Là. Il n'y avait rien pour les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels en 1998. Je l'ai parti, mon organisme. Puis aujourd'hui, c'est un super bel organisme qui a le vent dans les voiles. Ça aussi, ça se peut. Parce que des fois, il y a peut-être d'autres mondes qui pensent comme vous, puis vous allez avoir envie de faire ce changement-là. Il y a cette place-là pour vous dans le mouvement communautaire autonome.
Tellement. La société, c'est vous, finalement. Tu sais, quand on regarde une constellation d'étoiles, tu peux la reconnaître parce que chaque étoile est présente. Mais chaque personne dans la société est importante. C'est ça qu'on veut mettre en lumière. On a envie, pour conclure la présentation, de vous montrer en 2016. OK, je vous explique un peu le contexte. En 2016, ça fait 15 ans que le gouvernement n'a rien investi dans les organismes communautaires. Quand je dis rien, là, c'est qu'il n'y a pas eu aucune augmentation de financement depuis 2001. C'est long. Imaginez comment on fait pour payer des salaires. Hein, tout le coût de la vie augmente, mais les salaires, eux, pendant 15 ans, là, on n'a presque pas de nouveaux moyens. On est un petit peu tanné là, de ce qui se passe et on est en grosse mobilisation partout au Québec. Et pendant 4 jours, les organismes communautaires ont décidé de fermer leurs portes puis dire au gouvernement, ben là, on n'en peut juste plus, là. Fait que, on va vous faire savoir. Et on a décidé dans toutes les régions du Québec de se rassembler. Il y avait sur les 4400 organismes, presque 1800 organismes qui avaient décidé de fermer les portes pendant vraiment les 4 jours, dont ont participé selon les réalités. Évidemment, ça n'a pas été on ferme la porte puis on met le monde dehors. On a emmené le monde avec nous. On avait envie de vous montrer un petit aperçu, parce que des fois, on a l'impression qu'une mob dans la rue, le monde sort puis ils vont dans la rue, mais il y avait toute une préparation à nos activités et ce fut pour notre région une des plus grosses mobilisations. On s'est retrouvé plus de 1000 personnes à Terrebonne en manif. Donc, je vous montre un peu ce que ça peut avoir de l'air tout ça. Si vous ne connaissez pas Terrebonne, on a arrêté le plus gros coin automobile de la ville de Terrebonne, un des secteurs les plus achalandés en termes d'auto, et nous, ben, on marchait dans la rue. C'était vraiment toute une première. Donc, vous avez vu à peu près 1000 personnes qui avaient décidé ici. Tu sais, quand on pensait à nos 1200 travailleurs, travailleuses, là, ben on était un petit peu plus que 1000 là, à avoir passé 3-4 journées ensemble à préparer cette mobilisation-là. Et au Québec, quand on additionnait tout ce qui s'était passé dans les régions, on dépassait le 85 000 personnes pour la première fois où on avait fermé les portes des organismes pour dire « ça suffit ». Et depuis notre mob de 2016, le gouvernement a quand même investi près de 300 millions de dollars dans les organismes. Fait qu'il a fallu qu'on soit persistant, puis il a fallu qu'on travaille fort, mais le gouvernement a commencé à faire des pas dans la bonne direction. Il en reste encore pour 460 millions de dollars, mais il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Oui, vraiment. Puis moi, je voulais vous dire à tous et à toutes un gros bravo de faire partie du programme POM, d'ouvrir, d'explorer aussi. Ça veut dire quoi faire partie de notre société? Fait que une bonne main d'applaudissement pour vous. Je vous invite à vous applaudir.
Puis je trouve ça le fun parce que quand on a fait l'épisode du balado, les 4 personnes qui étaient avec nous, ils nous ont parlé d'un projet que vous avez fait et je reconnais des visages d'un court-métrage sur Pocahontas. Fait que ça, c'est cool. Donc, juste pour vous dire, si on a piqué votre curiosité, si vous voulez en connaître plus sur l'Action communautaire autonome puis les organismes communautaires autonomes, ben, vous pouvez découvrir la liste des 200 organismes là à nos doigts sur notre site web. On a un site qui s'appelle troquel.tv où là, c'est pas mal plus qui est audiovisuel. Si vous aimez les vidéos, si vous aimez les balados, vous avez notre balado 100% cas, 100% citoyen. Vous pouvez écouter les épisodes aussi. Puis je vous invite à aller voir c'est quoi un organisme communautaire autonome parce qu'on pourrait vous en parler pendant des heures et des heures. On va comprendre l'action communautaire quand on va aller dans un organisme. Fait que tous ceux que vous avez nommés, ben vous avez le droit de les appeler, vous avez le droit de cogner à leur porte puis d'aller les découvrir. Puis dites-vous qu'accueillir du monde dans les organismes, ben, c'est notre spécialité. Donc, vous risquez de vous faire des amis, de découvrir du monde passionné. Vraiment, c'est une invitation qu'on vous lance là. Le mouvement communautaire autonome, ben, il est là, puis on aura besoin de votre relève puis de gens engagés comme vous dans les prochaines années. Merci beaucoup.